Un convoi militaire s'immobilise soudain sur la N1, les armes se retournent et une mission ordinaire devient une crise nationale en quelques minutes au nord. Sans explosion ni tir, le risque est pourtant maximal car des civils sont proches et l'équilibre sécuritaire vacille au Burkina Faso immédiat. Pourquoi cette trahison calculée a-t-elle été gérée à rebours des manuels et comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé l'attente en levier stratégique ? 48 heures plus tard, preuve, opinion publique et chaîne de loyauté redessinent le pouvoir national durablement, sans tirer un coup de feu. Cette histoire promet plus qu'un récit spectaculaire. Elle explique comment une crise militaire interne peut devenir un test de gouvernance, de crédibilité et de méthode dans un état sous pression sécuritaire permanente. Ça, en suivant pas à pas les décisions prises, le lecteur comprend en 10 minutes pourquoi certaines réponses apaisent une situation explosive quand d'autres l'embrasent durablement. L'enjeu dépasse un simple convoi détourné. Il touche à la confiance entre commandement et troupes, à la protection des civils et à la manière dont le pouvoir politique se rend lisible face à l'incertitude. Dans ce contexte, chaque heure compte, chaque mot public est scruté et chaque absence d'action devient une action en soi. L'affaire met aussi en lumière les failles structurelles exploitées par des réseaux de corruption transnationaux capables de transformer des officiers expérimentés en acteurs d'une déstabilisation silencieuse. Observer la séquence permet enfin de mesurer ce que le leadership d'Ibrahim Traoré révèle sur les priorités affichées: justice, contrôle du tempo et gestion du risque humain avant l'usage de la force. La révélation centrale tombe tôt. L'interception du convoi n'est ni improvisée ni isolée, et elle s'inscrit dans une mécanique observée depuis plusieurs mois selon les éléments évoqués par les autorités. Un officier supérieur, au parcours jusque-là irréprochable, a agi avec un groupe restreint, suffisamment organisé pour neutraliser les communications et contrôler le matériel sans résistance immédiate. Pour comprendre la portée de l'événement, il faut revenir au contexte sécuritaire du Burkina Faso, marqué par des convois réguliers vers le nord, une pression opérationnelle constante et une dépendance logistique élevée. Ces déplacements, souvent perçus comme routiniers, concentrent pourtant des équipements essentiels, à que des systèmes de communication et des fournitures critiques pour les bases avancées. Ils constituent donc des cibles idéales pour tester des loyautés, mesurer des réactions et provoquer une onde de choc sans affrontement direct. Ce qui distingue cet épisode, c'est l'absence de destruction volontaire. Le matériel est conservé intact, les soldats désarmés mais épargnés, comme si l'objectif n'était pas le sabotage, mais l'attente d'un signal extérieur ou d'une réaction politique précise. Dans les heures qui suivent, les spéculations se multiplient, allant de l'ingérence étrangère à une tentative de coup de force interne, sans qu'aucune hypothèse ne s'impose clairement. C'est dans cet espace d'incertitude que la posture d'Ibrahim Traoré commence à compter. Plutôt que de combler le vide par des annonces martiales, entre le silence initial et la temporalité choisie installe une tension contrôlée, préparant le terrain à une réponse qui ne se limite pas au terrain militaire. Dans cette séquence tendue, le personnage central n'est pas seulement le commandant retranché, mais aussi ceux qui se trouvent autour de lui, soldats subalternes et civils exposés sans l'avoir choisi. Les premières images qui circulent montrent des militaires désorientés, cherchant à comprendre si l'ordre reçu relève d'un exercice, d'une erreur ou d'une rupture irréversible de la chaîne de commandement. Ce flottement initial révèle une réalité rarement visible. Dans les crises internes, la confusion précède presque toujours la violence, et c'est dans cet intervalle que tout peut basculer. Un premier microcas s'impose rapidement. Le convoi n'est pas immobilisé dans une zone isolée, qu'on met à proximité immédiate d'un établissement scolaire, transformant chaque décision militaire potentielle en risque civil majeur. Ce détail, apparemment secondaire au départ, change la lecture de l'événement pour les familles, les soldats eux-mêmes et les observateurs extérieurs. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser une trahison, mais d'éviter une tragédie collatérale. Un second impact précoce se manifeste dans les rangs militaires. Des soldats loyalistes,
informés progressivement de la situation réelle, commencent à douter du récit qui leur a été présenté. La peur de mourir pour une cause qu'ils n'ont pas choisie ou de devenir responsable de victimes civiles fragilise la cohésion du groupe retranché avant toute intervention. Dans ce contexte, la posture publique d'Ibrahim Traoré, encore minimale à ce stade, agit comme un repère indirect. L'absence d'escalade immédiate suggère que le centre de gravité de la crise n'est pas la force brute, mais la perception, la légitimité et le temps. Le message implicite est simple. La question n'est pas seulement qui contrôle les armes, mais qui contrôle le sens de la situation. La séquence s'enclenche discrètement, sans alarme nationale immédiate. Un convoi quitte la capitale, suit un axe connu, transporte du matériel essentiel et progresse comme tant d'autres avant lui. Rien ne distingue cette mission jusqu'au moment précis où l'ordre d'arrêt est donné, non par un ennemi extérieur, mais par l'officier chargé de la protection du dispositif. En quelques instants, les rôles s'inversent. Armes pointées, communication coupée, soldats désarmés, dont et contrôle total du convoi par un noyau restreint d'hommes loyaux au commandant. Le premier temps est celui de la sidération. Les soldats ne comprennent pas immédiatement ce qui se joue, hésitent à obéir, puis réalisent que l'acte est volontaire et coordonné. Aucun tir n'est échangé, aucun véhicule incendié, aucun équipement saboté. Cette retenue intrigue, car elle contredit les logiques habituelles de mutinerie ou de déstabilisation armée. Le convoi est immobilisé, mais conservé intact, comme placé en attente d'une décision ultérieure. La nouvelle atteint l'état-major avec retard, accentuant la tension. Les premières de ses réactions internes oscillent entre panique et spéculation. Des hypothèses circulent sur un financement extérieur, une manœuvre politique ou une tentative de renversement indirect. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation reste figée, presque suspendue, alors même que la présence de civils à proximité rend toute action militaire risquée. C'est à ce moment que le tempo change. Au lieu d'un déploiement de forces spéciales ou d'un encerclement armé, Ibrahim Traoré choisit une voie inattendue. Il s'adresse directement à la population par une intervention simple, sans mise en scène, confirmant les faits essentiels sans minimisation. Il reconnaît la trahison, admet la gravité de la situation et pose une question dérangeante sur les motivations d'un officier formé, protégé et rémunéré par l'État. L'annonce centrale suit et un délai de 48 heures est accordé pour une reddition volontaire. Aucune menace immédiate, aucun ultimatum militaire, seulement une promesse de procès équitable et la certitude de conséquences en cas de refus. À l'extérieur du pays, cette décision est perçue comme une faiblesse. Certains analystes parleront de naïveté, d'autres d'un aveu d'impuissance, tandis que les marchés et partenaires observent avec inquiétude. Sur le terrain pourtant, la dynamique évolue. Les réseaux sociaux s'animent, des vidéos apparaissent, montrant l'emplacement réel du convoi et la proximité d'une école. La pression se déplace progressivement du pouvoir vers le commandant retranché. Ce qui semblait être une prise de force devient un piège narratif et moral où chaque heure écoulée isole davantage l'auteur de la trahison. Au départ, la situation présente un risque maximal et indifférencié. 48 heures même plus tard, ce risque se concentre presque exclusivement sur un seul acteur isolé. Ce basculement ne repose pas sur une supériorité militaire soudaine, Adam est sur une évolution mesurable de rapports de force symboliques, informationnels et humains, tels qu'ils apparaissent dans les faits rapportés. D'abord, un premier indicateur se détache, le temps. Dans les premières heures, l'avantage semble appartenir au commandant retranché qui contrôle le convoi, les armes et la narration locale immédiate. À mesure que les heures passent sans intervention armée, cette avance s'érode. Le délai accordé transforme l'attente en exposition prolongée, laissant émerger des éléments que l'urgence aurait masqués. Ce glissement temporel agit comme un révélateur, et non comme un affaiblissement de l'autorité centrale. Ensuite, un autre élément devient visible, l'évolution des loyautés. Initialement, le commandant agit avec un groupe d'environ 20 hommes, décrits comme fidèles et organisés. Au fil de la séquence, ses soutiens se réduisent
progressivement, non par affrontement, mais par défection silencieuse. Des soldats quittent la position, se rendent ou prennent leur distance après avoir compris la nature réelle de l'opération. Chaque départ individuel affaiblit le dispositif sans créer de martyrs ni de chocs violents, modifiant l'équation interne du groupe retranché. Enfin, un troisième point pèse lourd, la matérialité des preuves. La publication d'un document contractuel, signé plusieurs mois auparavant, introduit un changement de nature dans la crise. Il ne s'agit plus d'accusations, mais d'un élément vérifiable reliant la trahison à une promesse financière précise, évaluée à plusieurs millions de dollars, assortie d'avantages matériels détaillés. Ce passage du soupçon à la preuve ferme brutalement l'espace de justification idéologique ou patriotique. Ces trois axes, temps, loyauté et preuve matérielle, s'articulent pour produire un effet cumulatif. Là où une réponse armée aurait détruit le convoi et mis en danger des civils, la stratégie choisie crée une asymétrie croissante. Le commandant retranché perd successivement l'initiative, le soutien de ses hommes et la bataille de l'opinion, sans que l'État n'ait tiré un seul coup de feu. Dans cette lecture, la décision d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur une attente passive, mais sur une gestion active des variables disponibles. Le contrôle du calendrier, la mise en lumière graduelle des faits et la centralité accordée à la justice transforment une crise militaire en démonstration de gouvernance. Ce déplacement du centre de gravité, du terrain vers la légitimité, explique pourquoi l'issue devient presque inévitable avant même la reddition finale. La première critique, formulée contre la gestion de cette crise, affirme que l'absence de réaction militaire immédiate crée un dangereux précédent. Selon cette lecture, accorder du temps à un commandant retranché équivaudrait à légitimer la mutinerie, à encourager d'autres actes similaires et à affaiblir l'autorité de l'État face à ses propres forces armées. Dans des contextes sécuritaires fragiles, cette approche est souvent présentée comme un luxe que les gouvernements ne peuvent pas se permettre sans perdre le contrôle. Un second argument soutient que la communication publique directe aurait exposé inutilement le pouvoir exécutif. En parlant sans intermédiaire, sans mise en scène institutionnelle, le chef de l'État aurait pris le risque de voir ses paroles interprétées comme de l'improvisation ou de l'amateurisme stratégique. Pour ces observateurs, une crise militaire exige une réponse technocratique, codifiée, loin des caméras et des réseaux sociaux. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles reposent sur des expériences passées où l'indécision ou la transparence mal maîtrisée ont conduit à des escalades violentes. Cependant, appliquées à cette séquence précise, elles négligent des données factuelles déterminantes. La première omission concerne la configuration du terrain. La proximité immédiate de civils, et notamment d'enfants, rendait toute intervention armée à haut risque humain. Dans ce cadre, la retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais une adaptation à une contrainte majeure. La seconde omission porte sur la nature des preuves disponibles. L'État ne s'est pas contenté d'un discours moral ou d'une mise en accusation vague. La publication ultérieure d'un document contractuel précis, daté et vérifiable, a transformé la perception de la crise. Ce passage du récit à la preuve a réduit l'espace de contestation et déplacé le débat du registre émotionnel vers celui de la responsabilité pénale. Enfin, l'argument de l'effet d'entraînement se heurte à un constat inverse. L'issue de la crise montre que la trahison n'a pas été récompensée ni politiquement ni matériellement. Le commandant s'est retrouvé isolé, discrédité et juridiquement exposé, tandis que les officiers ayant refusé les mêmes offres ont été reconnus et promus. Dans cette perspective, c'est la stratégie associée à Ibrahim Traoré, en voie d'un signal dissuasif clair. Le calcul coût-bénéfice de la trahison devient défavorable. Loin d'affaiblir l'autorité, cette séquence redéfinit ses modalités. Elle suggère que, dans certaines crises, la maîtrise du tempo, de l'information et de la légitimité peut produire un effet plus durable que la démonstration immédiate de force. Ce qui apparaît alors, c'est un déplacement net du centre de gravité de la crise. La question n'est plus de savoir si une intervention militaire est possible, mais pourquoi elle devient de moins en moins nécessaire à mesure que les heures passent.
L'attention se déplace vers un élément longtemps périphérique, la structure invisible qui a rendu la trahison envisageable, puis défendable aux yeux de son auteur. Les informations rendues publiques suggèrent l'existence d'un réseau plus large, fondé sur des incitations matérielles, des promesses de sécurité financière et une projection de confort futur hors du pays. La trahison n'apparaît plus comme un acte idéologique ou désespéré, mais comme une opération rationnelle fondée sur un calcul de rendement personnel. Cette requalification change profondément la perception collective de l'événement. Dans ce nouveau cadre, le commandant retranché cesse d'être un acteur politique potentiel pour devenir un maillon exposé d'un mécanisme transnational. Ses soutiens s'effritent, non par peur d'une attaque imminente, mais par crainte d'être associés à une logique désormais publiquement documentée. La honte, plus que la force, commence à opérer. C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En laissant émerger progressivement cette lecture, il transforme une crise militaire en affaire de responsabilité individuelle et pénale. La confrontation directe était évitée, mais l'étau se resserre autrement. À partir de ce point, l'issue ne dépend plus d'un affrontement, mais d'une reddition devenue rationnelle. Les effets de cette séquence ne se limitent pas à l'arrestation d'un individu. Ils se déploient différemment selon les acteurs directement concernés. Pour l'État d'abord, l'épisode renforce une ligne de conduite fondée sur la légalité et le contrôle du tempo. La récupération du convoi sans destruction, l'absence de victimes civiles et l'ouverture d'une procédure judiciaire formelle constituent un triple résultat rarement atteint dans ce type de crise. En interne, cette issue crédibilise la chaîne de décision et consolide l'idée qu'une réponse mesurée peut produire des gains opérationnels durables. Pour les entreprises et partenaires économiques, la période a été marquée par une inquiétude initiale. Les premiers commentaires extérieurs évoquaient un risque d'instabilité prolongée, voire d'effondrement sécuritaire. Cependant, la publication de preuves matérielles et la résolution sans escalade ont progressivement inversé cette perception. La démonstration d'un État capable de gérer une crise interne sans violence aveugle envoie un signal de prévisibilité institutionnelle, facteur clé pour les acteurs économiques attentifs aux risques pays. Du côté des civils, l'impact est plus immédiat et plus émotionnel. La révélation de la proximité d'une école avec le convoi immobilisé a transformé une affaire militaire en enjeu de protection quotidienne. Les réactions observées montrent une mobilisation non violente, centrée sur la sécurité des enfants et l'exigence de justice. Le fait que cette priorité ait été intégrée dans la réponse officielle renforce le sentiment que la population n'a pas été traitée comme une variable secondaire. Cette reconnaissance implicite joue un rôle important dans la reconstruction de la confiance entre citoyens et institutions. À l'échelle régionale, enfin, l'affaire dépasse le cadre national. Les éléments dévoilés suggèrent des méthodes de cooptation transfrontalière fondées sur des incitations financières et des promesses d'exfiltration. Plusieurs pays voisins commencent à s'interroger sur leur propre vulnérabilité interne. L'épisode agit alors comme un précédent. Il montre qu'exposer publiquement ces mécanismes peut neutraliser leur efficacité sans confrontation directe. La crise devient ainsi un point de référence dans les discussions sécuritaires régionales. Dans cette lecture à plusieurs niveaux, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celle d'un chef militaire réactif que comme celle d'un gestionnaire de conséquences. Chaque décision semble calibrée pour produire des effets en chaîne, du terrain local jusqu'à l'espace régional. La reddition finale n'est pas présentée comme une victoire spectaculaire, mais comme l'aboutissement logique d'un processus où les coûts de la trahison dépassent progressivement ses bénéfices supposés. Mais ces conséquences croisées montrent que l'événement a redéfini des attentes. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment neutraliser une menace, mais comment structurer une réponse qui limite les dommages collatéraux tout en renforçant la légitimité de l'action publique. À moyen terme, les suites de cet épisode peuvent être envisagées selon 3 trajectoires distinctes, chacune dépendant de variables politiques, institutionnelles et régionales déjà observables. On peut d'abord envisager un scénario de base fondé sur une consolidation progressive. Les procédures judiciaires suivant leur cours, les réseaux identifiés sont partiellement démantelés et les forces armées
intègrent les leçons de la crise dans leurs protocoles internes. Dans cette hypothèse, l'État renforce ses mécanismes de contrôle sans bouleverser l'équilibre existant, et la séquence devient un cas d'école plus qu'un tournant stratégique. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste porté par un effet d'entraînement positif. La gestion non violente et documentée de la crise incite d'autres officiers à signaler des tentatives de cooptation similaires. Les promotions accordées à ceux qui ont refusé ces offres renforcent une culture de l'intégrité mesurable et visible. À l'échelle régionale, des coopérations ciblées émergent pour partager informations et méthodes, réduisant l'attractivité des réseaux financiers clandestins. Dans ce cadre, l'épisode sert de catalyseur à une réforme plus large des pratiques de gouvernance sécuritaire. Enfin, un scénario plus défavorable reste possible si les réseaux mis en cause s'adaptent. Face à l'exposition publique, ces acteurs pourraient modifier leurs modes opératoires, devenir plus discrets ou déplacer leurs efforts vers d'autres terrains moins surveillés. La pression médiatique retombe, les enseignements s'estompent et certaines vulnérabilités structurelles persistent. Dans cette configuration, l'absence d'escalade immédiate ne suffit pas à elle seule à prévenir des tentatives futures, si elle n'est pas accompagnée d'un suivi institutionnel soutenu. Entre ces trajectoires, un point commun se dégage, le rôle central de la cohérence dans le temps. Si les décisions prises durant la crise ont montré une capacité à maîtriser le court terme, leur traduction en politique durable déterminera l'impact réel à un an. La question n'est donc pas seulement ce qui a été fait, mais ce qui sera maintenu, ou ajusté ou abandonné lorsque l'attention se déplacera vers d'autres urgences. Dans cette perspective conditionnelle, un principe simple s'impose. Si la transparence, la justice et la reconnaissance des comportements intègres sont prolongés, alors le coût de la trahison restera élevé. Si, au contraire, ces éléments s'affaiblissent, alors les incitations négatives risquent de réapparaître sous d'autres formes. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais encadrer les choix possibles. Il rappelle que la sortie de crise n'est pas un point final, mais une bifurcation dont les effets se mesurent sur la durée. Pour le lecteur, cette affaire agit comme un miroir de préoccupations plus larges, même au-delà du contexte burkinabé. Un premier groupe se reconnaît dans la question de la sécurité quotidienne. Parents, enseignants, habitants de zones exposées perçoivent immédiatement ce que signifie une décision militaire prise à proximité de civils. Le fait que la protection des enfants ait pesé dans le choix du tempo rappelle que les crises dites stratégiques ont toujours des conséquences très concrètes sur des vies ordinaires. Un second groupe est interpellé par la dimension professionnelle et éthique. Qu'il s'agisse de militaires, de fonctionnaires ou de cadres civils, la situation met en scène un dilemme familier. Obéir à une hiérarchie immédiate ou rester fidèle à des principes plus larges. La défection progressive de certains soldats, une fois la réalité comprise, montre que les choix individuels comptent même dans des structures très hiérarchisées. Ce constat peut résonner chez tous ceux qui évoluent dans des organisations où la pression du groupe entre parfois en tension avec la responsabilité personnelle. Un troisième groupe, enfin, s'attarde sur la lecture systémique. Analystes, étudiants, citoyens intéressés par la politique voient dans cette séquence un exemple de gestion du risque et de communication stratégique. Elle invite à réfléchir à la manière dont l'information, le temps et la preuve peuvent devenir des leviers plus puissants que l'action immédiate. La crise devient alors un cas d'étude sur la gouvernance, transposable à d'autres contextes institutionnels ou nationaux. Deux pistes simples émergent pour le lecteur attentif. La première consiste à questionner les récits initiaux lors d'une crise, avant de se figer sur une interprétation. La seconde invite à observer les signaux faibles, ces détails apparemment secondaires qui finissent par orienter l'issue d'un événement. Dans cette affaire, une localisation précise et un document rendu public ont pesé autant que des unités armées. En filigrane, le message est clair. Les crises ne se jouent pas seulement au sommet ou sur le terrain. Elles se construisent aussi dans la perception collective, les choix individuels et la capacité à relier des faits dispersés. C'est cette dimension,
souvent invisibles, que le lecteur est invité à reconnaître et à interroger dans d'autres situations de tension. La résolution de cette crise ne se limite pas à un acte ponctuel. Elle ouvre une série d'actions structurées qui donnent sens à la retenue initiale. La première étape concerne l'autorité judiciaire. L'arrestation du commandant s'accompagne d'une procédure formelle, cadrée dans le temps, visant à établir les responsabilités individuelles et les liens financiers évoqués. Ce choix inscrit l'affaire dans le droit commun militaire et évite toute lecture de règlement de compte politique. La deuxième étape porte sur l'institution militaire elle-même. Un audit interne est engagé pour identifier les failles ayant permis la cooptation d'officiers expérimentés. Les critères de vulnérabilité financière, de pression hiérarchique et d'isolement opérationnel sont réévalués afin de réduire les zones grises exploitées par des acteurs extérieurs. Dans ce cadre, la reconnaissance publique des officiers ayant refusé les mêmes offres joue un rôle incitatif clair. La troisième étape touche à la communication stratégique. Néanmoins, plutôt que multiplier les annonces, l'État choisit une diffusion ciblée des informations vérifiées, en particulier des éléments matériels. Cette sobriété limite les rumeurs et recentre le débat sur des faits établis. Elle permet également de maintenir la confiance sans nourrir une polarisation excessive de l'opinion. Une quatrième action s'inscrit dans le champ régional. Les éléments mis au jour sont partagés avec des partenaires concernés afin de détecter des schémas similaires ailleurs. Cette coopération pragmatique vise moins la dénonciation publique que la prévention silencieuse de crises comparables. Enfin, la logique d'ensemble repose sur une condition centrale, la cohérence dans la durée. Ibrahim Traoré, en articulant justice, reconnaissance et contrôle du tempo, propose une méthode reproductible plutôt qu'un geste isolé. La feuille de route n'élimine pas tous les risques, mais elle fixe un cadre où la trahison devient coûteuse et la loyauté visible. Au terme de cette séquence, l'image qui demeure n'est pas celle d'un convoi immobilisé, ni d'un officier déchu, mais celle d'une école restée debout, intacte, au cœur d'une crise qui aurait pu tourner au drame. Ce lieu ordinaire, aperçu presque par hasard au début, devient le symbole silencieux de ce qui était réellement en jeu, des vies civiles, anonymes, exposées aux conséquences de décisions prises loin d'elles. En évitant l'escalade, la réponse choisit à déplacer l'attention du spectacle de la force vers la responsabilité de la décision. Ce rappel donne une tonalité particulière à l'issue de l'affaire. La reddition du commandant ne résonne pas comme une victoire militaire classique, mais comme la fin logique d'un isolement progressif, construit par le temps, la preuve et la pression morale. La justice suit son cours sans humiliation publique ni effusion, et la normalité revient là où la peur aurait pu s'installer durablement. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans une posture héroïque que dans une cohérence de choix. Le refus de sacrifier des civils pour une démonstration d'autorité immédiate marque une ligne claire, lisible, qui dépasse l'événement lui-même. Cette ligne ne promet pas l'absence de crise future, mais elle fixe une hiérarchie des priorités. La boucle se referme ainsi sur le détail initial. Une école, des enfants et une décision prise en tenant compte de leur présence. Ce sont souvent ces éléments discrets, presque secondaires au premier regard, qui donnent leur véritable sens au récit de pouvoir et de sécurité. Cette histoire s'achève sans images spectaculaires, sans triomphe militaire ni discours grandiloquent. Elle laisse plutôt une question ouverte sur la manière dont les sociétés évaluent la force, la retenue et la responsabilité lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. À travers cette séquence, ce ne sont pas seulement des décisions individuelles qui sont en jeu, mais des normes collectives sur ce qui est acceptable, légitime et durable en temps de crise. Le cas burkinabé invite à déplacer le regard. Au lieu de se demander uniquement qui a gagné ou perdu, il incite à observer comment une crise est racontée, documentée et refermée. Les choix faits ici suggèrent qu'une réponse peut être ferme sans être brutale, et qu'une autorité peut se renforcer en rendant ses critères visibles plutôt qu'en les imposant par la peur. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un modèle unique, mais de nourrir une réflexion plus large. Comment réagir lorsque l'urgence pousse à l'action immédiate ? Quelle place accorder au temps, à la preuve et à la protection des plus vulnérables dans des décisions à forts enjeux ?
Et surtout, quels signaux retiennent notre attention lorsque la tension monte? Ces questions dépassent largement le cadre d'un pays ou d'un dirigeant. Elles traversent les débats contemporains sur la sécurité, la gouvernance et la confiance publique. Si ce récit a une utilité durable, c'est peut-être celle-ci. Rappeler que la manière de résoudre une crise façonne autant l'avenir que la crise elle-même. À chacun, désormais, gai d'en tirer ses propres enseignements et de prolonger la discussion là où les réponses toutes faites montrent leurs limites